Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Ce qu'on aime dans cette émission, c'est vous proposer une vision large de la culture, croiser les disciplines, faire se rencontrer des artistes qui ne doivent théoriquement pas forcément se rencontrer. On va commencer avec de l'opéra. On sera avec Michèle Lauzier, elle est à l'affiche du Rosenkavalier, donc le chevalier à la rose d'argent, c'est en ce moment à la Monnaie. On fera ensuite un petit détour par la bande dessinée avec Paul Coët. Paul Coët, c'est le dessinateur d'une série à succès qui s'appelle Les Vieux Fourneaux. Et on terminera par la littérature avec la romancière Véronique Sels. Marouane Abdallah viendra nous lire un texte de son cru dans le micro ouvert. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Michèle Lauzier. Bonjour. Je vous appelle Michèle Lauzier ou je vous appelle Octaviane? Vous m'appelez Michèle. Michèle? Oui. Ouais. On entend un petit accent. Tout à fait, un accent de Montréal, du Québec. Vous êtes en ce moment à Bruxelles, vous êtes à la Monnaie. On doit vous dire pas bienvenue à Bruxelles parce que vous êtes résidente chez nous. Oui, nouvellement. Ouais. Nouvellement. Octaviane, c'est le rôle que vous interprétez en ce moment à la Monnaie des Rosenkavalier. Vous avez envie de vous asseoir? Ben oui, ça sera plus pratique que si on discute plus longuement. Ouais. Le fauteuil de gauche, celui qui est à côté de la bande dessinée rouge. Oui, tout à fait. Voilà, bah, vous allez vous asseoir là. C'est là que je me positionne. Ouais, devant le petit dossier. Parfait. Ouais. Se retrouver toute seule dans une émission, vous n'étiez pas préparée à ça. Non, hein? je ne m'attendais pas à ça parce que, bon, on aime bien le contact physique, en fait. Le contact des yeux, que ce soit à la scène ou à la télévision, effectivement. Ouais. Mezzo-soprano? Mezzo-soprano, donc à moitié soprano, c'est un peu ce que ça veut dire. Ouais. Et ça tombe bien parce que dans le chevalier à la rose d'argent, hein, donc des Rosenkavalier, c'est un rôle d'homme en fait qui est interprété par des voix féminines. Hein? Tout à fait. Je chante beaucoup de rôles de garçons, d'hommes. En fait, c'est très fréquent à l'opéra. Ça vient évidemment de l'époque des castrats. Donc, il y a une tradition qui s'est gardée. Par exemple, aussi, quand on arrive dans Handel ou dans Mozart, les rôles de garçons ont été chantés par des voix féminines. Et puis, donc, la tradition s'est gardée autant au niveau voilà, historique, mais au niveau du côté pratique. C'est-à-dire un jeune garçon qui a 15 ou 16 ans, 17 ans, on le rajeunit en lui donnant effectivement une forme un peu androgyne, donc une voix aussi, entre guillemets, plus grave, mais pas une voix masculine. Ouais. Et alors le paradoxe, mais on verra ça tout à l'heure, c'est qu'en plus dans cet opéra-là, le rôle masculin que vous interprétez à un moment se travestit en femme, mais on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. C'est pas la première fois que vous jouez cet opéra, vous l'avez joué déjà à Berlin, c'est avec une autre distribution, un autre chef d'orchestre, un autre metteur en scène. Qu'est-ce que vous diriez de la production qui est en cours en ce moment à la Monnaie? Quelles sont ses particularités? Alors, c'est une production qui est allée, qui tend vers le minimalisme, un peu ce que ce metteur en scène, Damiano, aime bien. Il va extraire aussi certains éléments dans le texte pour les ressortir visuellement, ce que normalement on ne verrait pas. C'est-à-dire que ça serait intégré, ça serait en sous-texte, le public comprendrait, on en parle, on le verrait dans les surtitres, mais lui a décidé d'extraire certains éléments pour les mettre en visuel carrément sur la scène. Et puis aussi, quand je dis minimaliste, c'est-à-dire moins de décors, une plateforme qui est assez blanche, avec un côté minimaliste aussi au niveau des décors et des accessoires sur la scène. Ouais, donc c'est Damiano Micheletto qui est le metteur en scène et c'est Alain Altinoglou, le chef de la Monnaie, qui dirige l'orchestre. Décor minimaliste, décor blanc. Il y a quand même une petite astuce de mise en scène, c'est qu'on a plusieurs scènes en enfilade en fait. Il y a plusieurs niveaux de scènes où on va pouvoir voir une action principale, d'autres qui regardent l'action principale et puis une référence au temps. Est-ce que c'est un opéra qui traite de la nostalgie ou du temps qui passe ? Oui, c'est un opéra qui traite de la nostalgie, de la mélancolie, de ce fameux temps qui passe. En fait, il a beaucoup... Et c'est exactement ce qu'il tend à faire avec cette fameuse... ces différentes salles qu'on voit sur la scène, dont une salle au fond où, effectivement, on peut voir l'un des personnages, la maréchale en l'occurrence, qui va avoir différentes
étapes de sa vie, c'est-à-dire de petites filles, de jeunes filles, de femmes de son âge, qu'on la voit en réel dans l'opéra, et ensuite plus âgées. Ouais. Donc la maréchale, c'est Sally Matthews. Vous êtes Octaviane. En fait, vous êtes l'amant de la maréchale. Et puis l'histoire, hein, je donne à grands traits, comme ça on comprend un peu de quoi on parle. Octaviane va tomber amoureux d'une jeune femme plus jeune, puisque la maréchale est plus vieille que lui. Et la maréchale, d'ailleurs, dès le début, elle sait que ça va se passer comme ça. C'est une femme qui a une certaine expérience de la vie. Elle est très délaissée par son mari. Elle a un jeune amant, mais elle sait très bien que ce jeune amant finira par partir. Il y a une grande modernité dans ce livret, donc c'est un opéra de Richard Strauss. Et il y a notamment, c'est avant MeToo évidemment, hein, on est au XVIIIe siècle, mais il y a presque du MeToo là-dedans. Vous êtes d'accord ou pas? Mais comme il y a du MeToo depuis plus de 2000 ans. Donc, oui, effectivement, il y a un machisme important au niveau du baron, qui est un des personnages principaux, en fait, sur qui l'histoire retourne, parce qu'on essaie, effectivement, cet homme veut marier une jeune fille. Il a beaucoup de vulgarité, prend pour acquis les devoirs conjugaux, si on veut, ou non conjugaux, effectivement, que ce soit à l'intérieur ou non du mariage. Nous avons effectivement 3 femmes, je m'inclus là-dedans, hein, je suis un homme, mais voilà, des voix de femmes qui représentent une force féminine, mais aussi une indépendance de pensée et de volonté. Par exemple, Sophie, la protagoniste qui doit être mariée à ce fameux baron, émet très, très, très tôt, lors de sa rencontre, qu'elle n'épousera pas cet homme, ce qui, à l'époque, n'était pas nécessairement acceptable. On épouse qui on vous dit d'épouser, surtout au niveau de la noblesse. Ouais. Donc, il y a beaucoup de modernité, d'avant-gardisme à ce sujet. Et effectivement, une répulsion des comportements machisme et de pouvoir de la part de l'être masculin, en l'occurrence, dans cet opéra. Alors, on va voir un extrait. On va voir ce fameux baron qui est un petit peu le Weinstein de l'époque, hein, qui estime qu'on peut se servir des corps féminins à porter. Et dans cette scène-là, c'est justement une scène où vous êtes travesti en femme, en servante, en soubrette. Hein, je te donne l'histoire. Vous avez dû, votre personnage, Octaviane, a dû faire ça pour s'extraire de la chambre de la maréchale et ne pas être surpris comme étant son amant, et le baron veut lui conter fleurette, on va dire ça comme ça. On regarde un extrait, on en reparle juste après. Wollen wir schlicht sein, sagt wie der Wind, das fischgemiete Heu beschleicht. Und welche, da gibt's, wie ein Luchs hinter Gruppen heran, und der Mensch wohl gepaart, dass die Taube vor ihm steht. Us alter dabei sein. Weiß mich in Regen zu beschwören, zu bequemen, weiß in alle Fluren gerannt. Michel Lauzier. Ouais. Michel Lauzier, vous échappez au baron, hein? Oui, je lui échappe tout le long. Ouais, et c'est même vous qui, à la fin, Octaviane, va donner une bonne leçon au baron. Hein. On veut rassurer, la morale est sauve quand même à la fin de cet opéra. Vous aviez déjà vu ces images ou pas encore? Non, je n'avais pas vu toutes les images. Non, en fait, on est 2 distributions, donc je vois aussi parfois l'autre distribution jouer. Ouais. Donc vous ne jouez pas tous les soirs. Pourquoi est-ce qu'on alterne comme ça? C'est parce que le rôle est trop physique, demande trop de concentration, trop d'efforts, fatigue trop les cordes vocales? En fait, il y a plusieurs raisons.
En fait, c'est une façon intelligente d'avoir un double cast, une double distribution. C'est une façon intelligente de s'assurer, si quelqu'un est malade, de pouvoir assurer la soirée avec l'autre chanteur qui est en théorie dans la ville et sur place. Parfois, souvent même, on est malade et donc on doit faire prendre un vol à quelqu'un à un jour d'avis pour pouvoir remplacer. Donc, c'est souvent fait dans plusieurs maisons d'opéra. Ici, c'est particulièrement fait de façon équitable, c'est-à-dire on fait chacun vraiment 5 spectacles, 5 spectacles. S'il n'y avait pas de double distribution, de toute manière, on jouerait aussi aux 2 ou aux 3 jours. On ne jouerait pas tous les soirs comme ça se fait, par exemple, au théâtre ou à Broadway. Ouais. Alors c'est du Strauss, Richard Strauss. Il faut dire que c'est une musique très accessible et que si on doit commencer un jour par un opéra qu'on n'a jamais vu de sa vie, on peut commencer par celui-là. Hein? Oui, oui, vous dites accessible dans quel sens du terme, en fait? C'est une musique qui est très agréable, très facile à suivre, c'est très mélodique et il y a de superbes passages chantés. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une musique effectivement très, très intelligente. Il y a beaucoup de clins d'œil aux valses de Strauss, qui n'est pas du tout le même compositeur, en fait. Donc, il y a voilà, beaucoup d'élan viennois dans cet opéra. Puis on se retrouve avec une musique un peu, avec beaucoup de déclamation au niveau du texte. Donc oui, on chante, mais souvent il y a beaucoup de textes, c'est très déclamé. Et il faut juste s'assurer de bien suivre les surtitres si on ne parle pas allemand pour bien suivre le fil de l'histoire. Voilà, et donc ça, évidemment, c'est évidemment surtitré au-dessus de la scène à la Monnaie. C'est pas la première fois que vous jouez à la Monnaie. Vous étiez venu faire une Missa Solemnis de Beethoven, si mes souvenirs sont bons? Non, j'ai fait Béatrice et Bénédicte de Berlioz en 2016. J'ai fait la Clémence de Titus de Mozart en 2013. Ouais. Et j'ai fait les Contes d'Hoffmann en 2019 ici, une production de Warlikowski. Qui m'a donné aussi le coup de foudre avec Bruxelles et je m'y suis installée à ce moment-là. Donc installée à Bruxelles, ce qui ne vous empêche pas évidemment de chanter dans d'autres maisons d'opéra dans toute l'Europe. Est-ce que vous retournez de temps en temps au Canada ou plus trop? Ah non, très souvent, effectivement. Ma famille est là-bas, donc j'y retourne très souvent. J'ai même la nostalgie de ma patrie en vieillissant, c'est normal. Donc, j'ai un fils ici avec qui, évidemment, je dois me balader pour retourner voir ma famille. Mais voilà, maintenant qu'il est à l'école, je ne peux pas y aller aussi souvent que je le voudrais. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait. C'est sans doute un des passages les plus beaux. En tout cas, moi, c'est un de ceux qui m'a charmé le plus dans cet opéra. On en reparle juste après. Alors, Michel Lauzier, c'est un peu la scène clé de cet opéra, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le dénouement, en fait. Ben voilà, j'admets
j'arrive à mettre mon amour pour cette jeune femme, j'arrive à me détacher de mon amante, alors que je pensais, voilà, sincèrement aussi l'aimer et je n'avais pas envie de la quitter. Cette maréchale d'âge mûr, d'âge de raison, m'a fait comprendre effectivement dans ma jeunesse que j'allais effectivement rencontrer une jeune fille de mon âge. Donc oui, c'est le dénouement et que cette jeune fille m'aime aussi. Voilà, donc c'est Octaviane, hein, vous êtes le personnage qu'on a vu à droite dans cette scène. Et puis au premier plan, on a vu la maréchale hein, sur son lit. Et dans le décor blanc à côté de vous, c'était Sophie, donc la jeune fille, dont Octaviane. C'est trois très belles voix. Est-ce que c'est couru d'avance que cette scène-là va marcher avec les trois chanteuses qu'on va mettre, ou est-ce qu'il y a une alchimie particulière dans une distribution pour que ça marche? Bien, si on a un bon directeur artistique, comme c'est le cas ici avec Peter de Calloway, ou un bon chef d'orchestre dans d'autres maisons qui choisissent les chanteurs, ici avec donc Alain Altinoglu et Peter de Calloway, ils ont choisi la distribution en fonction du mariage des voix. Donc effectivement, on se retrouve avec un mezzo-soprano pour mon rôle, un soprano léger pour Sophie et un soprano lyrique pour la maréchale. Ce sont trois types de voix féminines différentes. Et le but du chef d'orchestre et du directeur, c'est de trouver effectivement trois voix qui se marieront bien. Je pense qu'ici, le pari est relevé autant dans ma distribution que dans la seconde distribution. Dans la distribution alternative. C'est jusqu'au 18 novembre au Théâtre de la Monnaie. Si on veut vous voir, vous en particulier, vous jouez encore le 8, le 13 et le 16 novembre. Mais on peut voir l'autre distribution, c'est très bien aussi. Quel sera le prochain opéra sur lequel vous allez travailler, Michel Lauzier? Eh bien, je vais avoir beaucoup de Rosenkavalier dans les années futures. Donc, Octaviane ne vous quitte pas. Octaviane va faire partie, étant un peu la culmination de ma carrière vocale, je pense. Il va faire partie de mon répertoire pour les 10 prochaines années. Donc, j'ai plusieurs contrats de Rosenkavalier dans les prochaines saisons. Ouais. Et est-ce que dans les prochaines saisons, vous reviendrez à la Monnaie? Je l'espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Donc, ce n'est pas encore sûr, mais on l'espère aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui dit « l'opéra, c'est pas pour moi ». Comment vous allez réussir à le convaincre de venir? Bon, on force pas les gens à aimer ce qu'on ne sait pas. Effectivement, il faut essayer. C'est comme je dis à mon fils quand il me dit qu'il n'aime pas une nourriture, ben, il faut la goûter au moins une fois ou quelques fois même pour y prendre goût. Après, on va pas tordre le bras. Je pense qu'il faut juste s'ouvrir. Après, si quelqu'un vraiment se refuse d'écouter de la musique classique et de l'opéra, je ne vais pas lui tordre le bras. Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'opéra, c'est du théâtre chanté. Donc, ça va chercher tous les éléments du divertissement du théâtre. Ouais. Je pense que ça vaut la peine d'y donner une chance. Ouais, et puis c'est un spectacle total. On a vu aussi là, les décors, on a vu la mise en scène, on a vu cette très longue profondeur de la scène de la Monnaie qui permet beaucoup de choses. Michel Lauzier, donc, Théâtre Royal de la Monnaie, le Rosenkavalier jusqu'au 18 novembre. Je voudrais que vous preniez à votre gauche une bande dessinée. Je vois. De quoi s'agit-il? Alors, c'est Les Vieux Fourneaux, chapitre 7, Chaud comme le climat, de Lupano Cavè. Ouais. Est-ce que vous connaissez Les Vieux Fourneaux ou pas du tout? Ah non, je ne connais pas. Alors, je ne suis pas, en dehors d'avoir lu Astérix et Obélix, petite fille, d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu, tout ce que j'ai lu. Je ne suis pas, voilà, une grande connaisseur en BD. Alors, on va vous faire rencontrer le dessinateur de cette bande dessinée. Enchanté. Bonjour, enchanté. Voilà, bienvenue. Merci. Alors, je m'assois où, moi? Ils vont t'expliquer. Ah. Voilà, Paul Coët, vous pouvez vous asseoir en face de Michel Lauzier, ça sera le plus simple. Puisqu'elle ne vous connaît pas, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, alors déjà, j'ai perdu mon micro. Non, pour l'instant, on vous entend, donc ça va. Alors je ne bouge plus, très bien, parfait. Derrière. Eh bien, je suis Paul Coët, je suis le dessinateur, donc, de cette bande dessinée, cette série, Les Vieux Fourneaux. Et je suis français. Voilà, Lupano, c'est votre... Lupano, c'est Wilfried Lupano, c'est le scénariste. Voilà. Ouais. C'est important de donner le nom de Wilfried Lupano parce que c'est une aventure à deux, en fait, ces Vieux Fourneaux. Ah, hein. Oui, bien sûr. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés à l'époque, il y a presque 10 ans. Il vivait à Toulouse aussi à ce moment-là. Et on a dédicacé chacun une série qu'on avait en cours dans la même librairie. Et on est devenus très vite copains. Et on n'a pas travaillé tout de suite ensemble, mais parce qu'on était chacun sur des séries différentes. Mais
Voilà, ça s'est fait assez vite après coup parce qu'on avait les mêmes envies, les mêmes thèmes qui nous accrochaient en fait. Voilà. Ouais. On a dit que dans de Rosenkavalier, il y avait un petit peu quelque chose qui relevait de la nostalgie. Est-ce que dans les vieux fourneaux aussi? Alors, oui, dans un sens où, en fait, l'idée principale matricielle de la série, c'est qu'on voulait parler de la génération de nos grands-parents, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans les années 30, qui ont été enfants et pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que pour nous, c'était une génération très importante qui a vu un chamboulement incroyable. Il n'y aura pas d'autres générations, on pense, dans l'histoire qui aura vécu autant de bouleversements. C'est-à-dire qu'ils ont connu la guerre et le progrès des dizaines d'années suivantes faramineux. Quand ils étaient enfants, par exemple, on labourait les champs avec des bœufs. Et maintenant, ces gens-là, s'ils sont encore en vie, envoient des textos et des photos à leurs petits-enfants sur leur téléphone. Enfin, il y a un bond technologique incroyable que cette génération a vécu, avec la conquête spatiale, par exemple, et tout ce qui va avec. Donc, on voulait parler de cette génération-là, et aussi parler aussi du choc des générations, avec les générations plus récentes, de leurs petits-enfants, d'avoir un regard croisé. De la vieille sur la nouvelle génération et inversement. Et ça nous permettait aussi d'aborder quantité de thèmes qui nous paraissent très importants, qui parcourent notre société, l'écologie, la transmission, l'héritage familial, le monde qu'on laisse aux générations suivantes, le travail, l'écologie, des thèmes sociaux, enfin il y en a tellement et l'actualité. Ouais. On parle beaucoup de politique aussi, un peu dans les vieux fourneaux. Hein. Ah mais tout est politique, oui. Ouais. Ils ont un fort engagement, vos trois... Ouais. Ils sont septuagénaires maintenant? Alors ouais, on les a découverts, oui, ils sont entre 75 et 80 ans, on va dire. Voilà. Ouais. Et la politique, c'est important. C'est important. Ce sont des rebelles. Pour tous, pas pour tous. Ils sont trois. On a très vite fait de les cataloguer comme trois anarchistes, alors que non, en fait, il y a un anarchiste, un autre qui est syndicaliste, qui s'est toujours battu au sein de son entreprise pour le travail, pour l'emploi. Plutôt communiste, donc. Ouais, plutôt. Enfin, lui, il a encarté la CGT. Et le troisième, Mimile, alors lui, il a quand même une voix très différente, c'est-à-dire lui, il a une vie, on l'a découvert dans la série qu'il avait une vie très riche et incroyable, ce qu'on ne peut pas soupçonner quand on voit une personne de 75 ans qui vit dans une maison de retraite, très peinard dans ses pantoufles. Quand vous dites vous l'avez découvert, vous l'avez créé, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Enfin, le public, les lecteurs ont découvert parce que vous l'aviez prévu. Oui, voilà. Bien sûr. Mais en fait, au départ, on voulait que chaque tome soit axé sur la vie de l'un des personnages, avec des flashbacks. Il y a une histoire, il y a un fil rouge dans l'histoire, dans l'album, mais il y a aussi des retours, des flashbacks sur la vie de l'un des personnages, en l'occurrence. Et c'est vrai que Mimile, on a découvert, alors lui c'était le tome 3, il a eu droit à ça dans le tome 3, et on a découvert qu'il a une vie incroyable, alors que c'est un petit pépère maintenant. Alors lui, il n'est pas du tout engagé, lui, il est plutôt une voie parallèle, lui, il regarde de loin, il n'est pas comme... En fait, l'idée principale, c'est que ces trois, ils se connaissent depuis l'enfance. Enfin, ces trois amis d'enfance, qui se connaissent... Enfin, c'est assez rare d'ailleurs d'être amis avec des gens depuis 70 ans. Enfin, ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même. Quand ils étaient petits, ils jouaient aux pirates dans leur campagne. Et chacun a vécu une vie de pirate, mais particulière. C'est-à-dire que Mimile, lui, pour le coup, a été pirate, c'est-à-dire qu'il a été globetrotter, il a voyagé dans le monde entier, il a eu des boulots différents, il a été très riche, très pauvre, il a fait faillite, il a fait fortune, il a rencontré plein de femmes, il a une vie d'une richesse incroyable. On ne peut pas le deviner parce que dans le tome 1, on le découvre dans ses pantoufles en lisant son journal comme un petit vieux classique, on va dire. Pierrot, lui, c'est l'anarchiste, donc lui, pirate, c'est-à-dire qu'il se bat contre tout le monde, hein, contre toute forme de politique. Lui, c'est le petit grain de sel qui va gêner la machine. En fait, il a un groupe d'activistes à Paris qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, en hommage au slogan ni Dieu ni Maître, le slogan anarchiste. Donc lui, il est à la tête d'un groupe de petits vieux, de petites vieilles, qui sont plus ou moins malvoyants et qui vont s'amuser à foutre un peu le boxon dans des réunions politiques, dans plein d'événements comme ça, sans aucune violence, bien sûr,
Et surtout parce que comme ils sont vieux, ils savent qu'on ne va rien leur faire. Ils sont... Enfin, Oui, ça ils peuvent peut se changer. permettre. Maintenant, Ouais. il n'y a plus trop de limites au niveau de la police. Mais bon. Et Antoine, lui, il a été pirate dans le sens où il s'est toujours battu au sein de son entreprise, comme je disais, pour le maintien du travail dans la région où il est né, où il vit toujours, où il a travaillé. Au sein du laboratoire pharmaceutique, donc, qui est le pôle d'emploi essentiel de cette région, du petit village, voilà, qui est... Alors, on va voir quelques planches, Paul Coët. Oui. On parle notamment beaucoup de cette entreprise et de la mort de son fondateur, en tout cas de son homme fort dans ce tome 7. Michel Lediel a posé une question tout à l'heure que je trouve intéressante. C'est, vous le saviez à l'avance que ça allait se passer comme ça. Est-ce que vous le saviez vraiment? On est au tome 7 maintenant, parce que c'est un énorme succès, Les Vieux Fourneaux. Est-ce que vous saviez, quand vous avez démarré, que vous en feriez 7, et peut-être 8, 9, 10 ou 20 de ces épisodes? Et est-ce que vous saviez vraiment où ça allait vous emmener? Non, on ne savait pas. On voulait au moins en faire 3 pour pouvoir évoquer le passé des 3 personnages principaux. En fait, ils sont 4, parce qu'il y a Sophie aussi, qui est la petite fille d'Antoine, qui est un peu le 4e mousquetaire. Et on voulait s'assurer au moins d'en faire 3 pour pouvoir aborder différents thèmes de notre société et aussi la vie de ces 3 personnages principaux. Bon, l'histoire est que voilà, ça a été un succès très rapide et tant mieux, on est très contents. Et donc là, on en est au tome 7. Mais justement, ma question, c'est, si je peux me permettre, votre fil d'écriture quand vous commencez, d'écriture d'idées, de brainstorming que vous faites, est-ce que ça prévoit une marge pour aller dans différentes directions ou vous aviez déjà une finalité? Alors ça, pour le coup, c'est la partie de Wilfried, le scénariste. Moi, je ne touche pas du tout au scénario. Ah non, ok. Voilà. Lui, il écrit le scénario, il me l'envoie quand il en est pleinement satisfait, c'est-à-dire que des fois, il peut réécrire tout un album parce que finalement, ça ne va pas, il va tout reprendre à zéro. Sans que vous ayez dessiné encore. Ah non. C'est ça. Il ne m'envoie pas 10 pages par-ci, 10 pages par-là. Non, il ne fait pas comme ça. Enfin, il a la même méthode de travail pour toutes ses séries, quelle que soit la personne avec qui il la réalise. Et donc, il m'envoie le scénario complet, de la première à la dernière page, qui est romancé. Alors, des fois, avant cette étape-là, pendant qu'il est en production de l'album, il peut me parler des thèmes qu'il va aborder. Parce que ça, on en a déjà parlé bien en amont. Il me dit, bon, tu vois, je pense que pour le prochain tome, je voudrais aborder ce thème-là, mais il y a aussi ce thème-là qui m'intéresse. Je vais essayer de mêler les deux, on va voir si ça rentre. Moi, je lui fais totalement confiance. On se connaît depuis un moment. On a fait presque 10 albums ensemble maintenant. On se fait confiance mutuellement. On sait qu'on travaille bien. Donc moi, je suis en gros le premier lecteur de son scénario. Et j'adore ça. J'adore ça parce que je ne sais pas où le train va m'emmener. Mais je ne sais pas dans quelle direction on va, la finalité, mais je sais que ça va me plaire, le voyage va me plaire en fait. Mais c'est ça, du coup, tu dois beaucoup t'adapter, parce qu'après ça, tu as quand même une partie importante dans la composition de tes personnages, qui sont au final quand même de ta création. Oui, mais c'est un travail... en fait, tu ne les vois pas nécessairement dans une finalité non plus, tu t'adaptes, parce qu'on tu les sait fais pas. progresser. Après, lui, il a des idées en tête, je ne suis pas dans sa tête, hein. Non, tant mieux d'ailleurs, c'est pas bien rangé des fois, il le dit lui-même. Hein. Pour lui, la création d'un scénario, c'est très compliqué, il a beaucoup de mal à donner sa méthode parce qu'il n'en a pas vraiment et que chaque fois, c'est nouveau pour lui. Et il essaie surtout de se contourner lui-même, c'est-à-dire de ne pas raconter quelque chose qu'il aurait déjà raconté dans un autre album, ou peut-être dans une autre série. Ouais. Donc c'est une partie très compliquée. Moi, je ne suis pas du tout scénariste. Je suis très content de travailler avec lui parce qu'à chaque fois, c'est du caviar pour moi de dessiner ces scénarios. Et donc, je m'adapte, mais il sait que je vais m'adapter. Et moi, il n'y a pas de défi majeur. Ça fait partie de mon travail, de la narration, le découpage. On essaie de rendre cette histoire le plus lisible possible. Moi, je me définis comme un raconteur d'histoire avant d'être un dessinateur. Parce qu'en fait, je ne dessine plus. Enfin, ça fait presque 20 ans maintenant que je fais ce métier. Et de plus en plus, au fil des ans, je me rends compte que je ne dessine plus en dehors des pages des albums, en fait. J'ai besoin d'une histoire, moi. J'ai besoin de raconter une histoire. Alors moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas écrire non plus, je sais dessiner, donc je raconte cette histoire
en dessinant. Voilà. Il faudrait qu'on parle dessin un petit peu, justement. Oui. Vous définiriez votre style comment? On parle de ligne claire, on parle... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition du style Koei? Oh là là. Et puis nous raconter combien de temps ça prend pour faire un tome des Vieux Fourneaux? Ce serait assez présomptueux de dire qu'il y a un style Koei, parce que le style bouge du premier au 7e album. C'est plus les mêmes dessins que le premier non, tome, mais même c'est ça que sur je veux vous dire. Oui, c'est normal, et tant mieux. Mais ça, c'est valable, je pense, sur plein de séries, sur beaucoup de séries. Le trait change, même sur le premier album, c'était assez hésitant au niveau des personnages, au niveau du style. Je ne savais pas si j'allais vers le semi-réalisme ou la caricature. Je définirais au niveau des personnages, c'est plutôt semi-réaliste parce que j'accentue les nez, les mâchoires, les rides, les oreilles, surtout pour les hommes. Après, au niveau du décor, c'est plutôt réaliste quand même. Je sais pas, j'essaie de faire à chaque fois mieux que sur le tome précédent. Je me pose pas trop de questions, ça vient tout seul. Ce qui est drôle, c'est que comme on fait un album tous les 2 ans, il y a pas mal de mois où je ne dessine plus, et quand je reprends le travail, je me rends compte que ça a évolué, ça a un peu bougé, alors que j'ai pas vraiment travaillé pour. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est très bizarre et c'est assez motivant d'ailleurs. Je ne sais pas comment ce sera dans 5 ans, ou dans 10 ans. Mais après, voilà, c'est comme, j'imagine, c'est comme le chant, c'est comme le sport, comme l'écriture, c'est une passion. Donc plus on fait, et mieux on fait, et on s'améliore. Et c'est tant mieux, parce que si on stagnait, si j'avais dessiné pareil du premier au 7e tome, il y aurait un petit problème. Paul Koei, il y a eu 2 films quand même, des Vieux Fourneaux, avec notamment Pierre Richard, donc c'est aussi 2 succès commerciaux. Est-ce que ça pollue votre regard? Est-ce que vous avez vu les films? Est-ce que pollue votre regard? Est-ce que vous arrivez à avoir la distance pour vous dire, ça ne doit pas m'influencer? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai lu le scénario du film, qui est écrit aussi par Wilfried Lupano, c'est lui aussi le scénariste des films, je lis le scénario du film, et même si ça reprend des éléments des albums, je n'arrive pas à ne pas voir mes personnages dessinés, et à chaque fois je dis non mais attends, tu vas pas le dessiner ça, parce que ça va être des gens qui vont le jouer. Et c'est très étonnant. Alors je dois avouer que ça m'a un peu nourri là, parce que quand j'ai vu le travail des décorateurs, des costumiers, qui ont vraiment repris tout notre univers graphique en mieux, c'est-à-dire le camion de Sophie du théâtre de marionnettes, c'est le personnage de Sophie, elle a un camion, elle a repris le théâtre itinérant de sa grand-mère, théâtre de marionnettes, avec son petit camion qui va de village en village. Moi j'avais pris un modèle de camion pour le tome 1, donc ils ont pris le même pour le film forcément, et tous les décorateurs ils ont fait un travail fabuleux à l'intérieur qu'on ne voit même pas dans le film, parce qu'il y a des scènes qui font que on ne voit pas, mais à l'intérieur ils ont mis des tiroirs avec des affiches, du matériel de couture, de tissu, de marionnettes, tout est rempli. Alors que moi quand j'ai vu ça sur le tournage, parce que je suis allé sur le tournage plusieurs fois, j'ai dit c'est génial, c'est formidable. Et on ne le voit pas ça dans le film. Et moi là, je sais que sur le tome 7, on revoit beaucoup le camion, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis 3 albums. Et je me suis souvenu, j'avais pris des photos, j'ai dit je vais essayer de faire un peu comme dans le film, parce qu'ils avaient mis des petits napperons, tout ça, moi j'avais pas mis. Alors j'ai essayé de me caler là-dessus, c'est rigolo. Mais après le film, oui, j'étais estomaqué de voir à quel point la fidélité, ils ont repris les couleurs des personnages pour les vêtements, la chemise, le pantalon, c'était la même chose. C'est un bel hommage ça. Ah oui, mais le réalisateur était fan de la BD avant de travailler sur le film, donc il avait vraiment à cœur de coller au plus près de notre esprit, même de l'esprit graphique, quoi. C'est ça qui est Michel cool. Lauzier, est-ce que ça vous donne envie de la lire, cette série? Oui, tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il parle de l'évolution, parce que en tant que moi, quand je lis des BD, ou même là, mon fils lit des BD, on va chercher des BD, et il dit mais le dessin, il n'est pas pareil comme le premier. J'ai dit mais non, ça a évolué, parce que les premiers dessins datent d'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, c'est bien que vous m'en parlez, parce que des fois, ça pouvait être un reproche de me dire, mais pourquoi c'est pas pareil? Mais en même temps, moi, j'aime bien le côté, historique ou archaïque, de dire, au début, c'était comme ça, et ça a évolué autant mentalement, psychologiquement que manuellement. On va continuer à parler de dessin et de peinture, si vous voulez bien. Vous allez prendre le 2e livre qui est à votre gauche, Michel Lauzier. Je trouve ça compliqué, cette situation, parce que là, je me sens tout à coup vraiment inclus dans l'entrevue. Toi, tu es arrivé, tu me parles. Oui, moi, quand je suis arrivée, j'avais personne à regarder. C'est injuste, hein? Quel est l'ouvrage que vous avez entre les mains? Alors, ça s'appelle Même pas mort,
de Véronique Sels. Connaissez-vous Véronique Sels? Je l'ai rencontrée juste avant de venir ici. Eh ben, au maquillage, pour rien Voilà. cacher. Vous allez la découvrir. Bonjour. Bonjour. Je m'assieds. Je suppose que vous êtes là, vous avez la chance d'avoir. Véronique Sels, vous pouvez vous présenter à Michel Lauzier et Paul Coët? Oui, ben, je vais faire très simple. Je suis l'auteur de Même pas mort, qui est mon 5e roman, mais qui est celui dont j'ai envie de parler maintenant, évidemment. Ouais. On a parlé avec Paul Coët de dessin et il nous a dit il y a quelques minutes, moi je ne dessine plus en dehors des planches que je dois faire. Le personnage dont on va parler dans Même pas mort, c'est un peu l'inverse, il dessine tout le temps lui. Hein. Oui, il dessine depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il peut tenir un crayon, mais je ne vais pas tout de suite dire qui il est. Quand le roman commence, un homme se réveille à Casablanca et il sait qu'il est recherché, mais il ne sait pas pour quel fait, pour quel crime. Et il va commencer à essayer d'assurer sa survie. Il a très peur de dire qu'il a perdu la mémoire. Et il va commencer une espèce de fuite en avant, géographique, et où il va rencontrer des tas de gens. Et ce qui va l'ancrer complètement, c'est le dessin. C'est-à-dire qu'au départ, il regarde ses mains, il essaie de deviner le métier qu'il a pu faire. Il a complètement perdu la mémoire. Il hein. a complètement il ne perdu se la souvient mémoire. même plus de son nom. Hein, c'est Voilà, il ne important. se souvient pas de son nom. C'est une comment on appelle? C'est une amnésie biographique, on va dire. C'est un prétexte littéraire. Dans ce cas-là, c'est comment faire repartir quelqu'un d'une page totalement blanche. Il ne sait plus comment il s'appelle. Il se pose des questions aussi absurdes que est-ce que je fume quand il voit quelqu'un fumer, ou est-ce que j'ai déjà fait l'amour quand il a un désir pour une femme. Et il regarde ses mains et il se demande quel métier il a pu faire. Et dans les circonstances dans lesquelles il se trouve, très vite, si son mental a complètement tout oublié, le corps a gardé quelque chose. Le corps a gardé une mémoire du dessin. Il va commencer par gribouiller des petites choses. Il travaille dans un entrepôt d'électroménager. Et il va commencer à dessiner des petits frigos, des petits fers à repasser, etc. Pour certains manutentionnaires qui ne savent pas lire et que ça va beaucoup aider. Et petit à petit, il va se mettre à dessiner tout le temps, ce qui est la seule chose qui appartient vraiment à son passé. Ouais, et il va retrouver son passé au fur et à mesure. Question pour Paul Coët, vous pouvez montrer vos mains. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose que du dessin? Ah, sans doute, mais je ne pourrais pas vous dire quoi, vu que ma vie, c'est celle-là. Et... Ouais. Est-ce que vous dessinez aussi des petits Mickey sur un coin de table, des choses de ce genre-là, où ça vous arrive jamais? Ça m'arrive plus, ça m'arrivait avant, au lycée, quand je m'ennuyais, je remplissais les marges de mes feuilles. Il y avait des cours, voilà, où je ne prenais pas vraiment les cours, mais je dessinais, enfin je dessine depuis tout petit, moi aussi, voilà, c'est ma passion. Ouais. En fait, tous les enfants dessinent. Tous les enfants dessinent. Il y a un âge où la plupart arrêtent à l'école, un peu entre 6 et 10 ans, parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui arrivent, le sport, la musique, autre chose, les arts. Et il y en a quelques-uns, une infime partie qui continue à dessiner, et voilà, c'est ce qui donne en général les dessinateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre à dessiner à 60 ans non plus, voilà, c'est comme pour tout. Hein. Et je me suis dit aussi que, j'ai l'impression que s'ils arrêtent à partir de 6 ans, c'est parce que la façon dont on apprend à écrire est extrêmement rigide par rapport au dessin. Et parfois, pour certains enfants, c'est désapprendre à dessiner que d'apprendre à écrire exactement comme il faut un A, un B, etc. Et le narrateur du livre est quelqu'un qui, dans son enfance, étant très dyslexique et ayant beaucoup de problèmes à écrire comme on doit écrire, n'a jamais cédé à l'écriture. Il a continué, quand il a commencé à écrire, il continuait à dessiner ses mots. Ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'il a toujours dessiné. Et il a une orthographe qui n'appartient qu'à lui, on va dire ça comme ça. Et dans votre roman, d'ailleurs, quand il l'écrit, c'est en lettres capitales. Comme ça, on sait que c'est lui qui l'a écrit. Véronique Sels, votre personnage, il a donc perdu la mémoire.
Oui. Il cherche à la retrouver, Oui. il cherche aussi à assurer sa subsistance et vous allez le faire voyager. Donc on commence à Casablanca, on va se retrouver en Belgique, on passe par Anvers, on passe par Bruxelles, on va aller aux États-Unis, on va même finir en Amérique du Sud. Oui. C'est une trajectoire hors du commun. Il y a un personnage réel qui est inspiré, on le dira tout à l'heure. Est-ce que le personnage réel qui vous a inspiré, il a eu ces voyages et cette trajectoire ou c'est votre imagination? Alors, c'est une œuvre de l'imagination, mais qui est construite très fort sur le travail de ce dessinateur. C'est-à-dire que j'ai découvert et redécouvert le travail d'un peintre et dessinateur, mais surtout extraordinaire dessinateur. Et tout le livre s'est écrit en voyageant dans ses dessins. Et donc tous les lieux que tu fais visiter, toutes les hypothèses de gens qu'il rencontre sont profondément ancrées dans ses dessins. C'était quelqu'un qui se mettait tout le temps en autobiographie à travers le dessin. Il dessinait la guerre, il dessinait plein de pays différents. Il était fasciné par les armes, il était fasciné par le milieu du banditisme, par la peinture avant tout, mais aussi par les faussaires. Et donc, c'est en voyageant dans ses dessins que j'ai créé la carte géographique de son cheminement. Et ce cheminement, c'est, puisqu'il part d'une page blanche, un long chemin vers lui et toutes les possibilités de lui. C'était quelqu'un dans ses dessins qui inventait des tas de vies possibles. Il fantasmait énormément de démultiplication de la vie. Il avait envie d'être... il se projetait en gueule cassée de la Grande Guerre, par exemple. Il s'inventait à différentes époques. Il dessinait aussi sa propre mort. C'est pas tout à fait innocent si en le faisant parler, je décide qu'il n'est pas mort. C'est parce que lui-même, en se mettant en autobiographie, il s'inventait des tas de vies possibles et aussi des tas de morts. Il les dessinait. Ouais. Voilà. Michel Lauzier, ça vous inspire quel commentaire? Ça vous intrigue, hein, ce qu'on vient d'expliquer? Est-ce que vous voyez un peu clair sur ce qu'il peut y avoir dans ce roman ou pas encore? Je suis fort intéressée, effectivement. Déjà, juste en ayant lu qu'est-ce qui se passait derrière, et effectivement, du fait que c'est inspiré de la vie du peintre Stéphane Mandelbaum, ça m'interpelle, voilà, avec surtout les histoires politiques des Juifs de Pologne. Alors, tout ce qui passe au travers ça. Je suis une grande admiratrice de Isaac Bashevis Singer. Oui. Et donc, je suis toujours fascinée par ces fresques immenses au niveau des personnages autobiographiques. Et là, le fait que vous mettez beaucoup de biographie, d'autobiographie dans ce personnage-là et que vous, en même temps, vous avez toute cette liberté d'invention et d'inspiration de par son amnésie. Oui, je suis tout à fait curieuse de lire ce livre. Alors, on va expliquer un petit peu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Mandelbaum. C'est qui, Véronique Sels? Voilà. Stéphane Mandelbaum est un peintre belge, néo-expressionniste, qui a eu une vie très courte et très, très, très remplie. Il a commencé à faire ses premiers autoportraits, mais d'énormes formats à 15 ans. Et il a été assassiné à 25 ans. Et donc, il a produit une œuvre très, très, très riche, où la guerre est très présente, où le banditisme est présent, où les armes sont présentes. Et il se fait, mais ce n'est pas du tout fondamental, je pense, que je l'ai connu très jeune, quand on était des grands gosses. Je veux dire, moi j'avais 13 ans, il en avait 11, et je l'ai vu, on était une bande de copains, et lui il ne jouait pas avec nous, il dessinait tout le temps, et il dessinait en nous regardant. Et donc, puis voilà, la vie est passée. Et il y a 6 ans, à peu près, 6-7 ans, j'ai retrouvé sa famille, son frère, qui était un très grand ami, et l'œuvre qu'il avait laissée, que je n'avais pas beaucoup vue, parce que personne ne l'a beaucoup vue, en fait. Pendant 30 ans, après son assassinat, cette œuvre est restée très confidentielle. Et il se fait qu'à Beaubourg, il y a 4 ans, il y a eu une grande exposition et
tout le monde a commencé à pouvoir vraiment s'immerger dans son œuvre. Voilà. Donc il y a une disparition tragique à la fin, donc un assassinat. Oui. Vous imaginez un personnage qui est un faussaire, hein, qui fait des faux Modigliani, des choses de ce genre-là. Il aurait pu le faire ou c'est votre imagination? Même question. Non, alors voilà. Donc il a, comme vous parliez des pogroms de Pologne, etc., j'ai essayé d'en créer une fiction totale, un peu dans la réalité. Pour le faire, j'ai introduit des articles de presse réels sur son assassinat et aussi des tranches de vie généalogiques de ses anciens, c'est-à-dire de son grand-père, de son grand-oncle, comment ils ont fui la Pologne, comment ils ont survécu ou non, comment ils ont été spoliés de tous leurs biens ou comment ils sont simplement morts assassinés. Et dans l'œuvre de Stéphane Mandelbaum, je dirais, l'état d'un survivant, enfin d'un enfant de survivant de la Shoah est très présent dans ses dessins. Il a dessiné un énorme portrait de Goebbels en plein discours à Berlin, un grand discours de haine historique. Il a dessiné plusieurs SS. Il appartient à une génération qui est aussi la mienne. Vous êtes peut-être un peu plus jeune que moi, mais dans les années 50, fin 50, 60, né dans ces années-là, on a connu un énorme silence de nos parents, des grands-parents qui avaient survécu. Et parmi les artistes qui ont crevé ce silence, ils l'ont fait éclater par une très grande provocation et qui ont aussi très très bien dessiné ce silence, il y a Stéphane Mandelbaum. Et donc, pour moi, c'est un artiste qui a extraordinairement parlé de cette souffrance qui est transmise. On nous remet le paquet sans nous expliquer quoi que ce soit. Voilà. Et donc il a ressorti ça d'une façon très très forte. Son œuvre ne parle pas que, évidemment, de la guerre 40-45. Elle parle beaucoup des gueules cassées de la guerre 14, de toutes les guerres. Elle parle aussi de gens connus assassinés, comme Pasolini, dans des circonstances très violentes. Il y a une espèce de fascination pour la violence, pour les armes, pour la guerre. Enfant, il jouait avec ses frères à sauver les gens du ghetto de Varsovie parce qu'ils n'avaient pas été là. Et c'est vraiment tout à fait caractéristique des enfants de survivants. Ils ont une dette de vie. Voilà. Et on retrouve tout ça dans ce roman. C'est un roman très intelligent, brillant, qui propose une autre fin de la vie de Stéphane Mandelbaum. En fait, la vie de Stéphane Mandelbaum n'est pas terminée. Hein, c'est le principe, je ne vais pas tout dire, mais on encourage vraiment. C'est ce Genèse Éditions, ça s'appelle Même pas mort. Et donc, Stéphane Mandelbaum a eu une vie après le fait divers tragique qu'on a connu. Il y a à la fois l'histoire fantasmée de Stéphane Mandelbaum et à la fois l'histoire très réelle de sa famille, et vous croisez les deux, Véronique Sels. Juste un tout petit mot, Véronique Sels, pour dire qu'on est en ce moment dans un mois consacré à la littérature belge. Ça s'appelle Lisez-vous du belge. Vous êtes belge, vous êtes né à Bruxelles, vous êtes aussi... On a un plateau très francophone. Là. Il y a une québécoise, il y a un français toulousain, et vous êtes une bruxelloise, mais qui passe une partie de sa vie à Paris, non? Je me trompe? Je suis une bruxelloise qui suis partie très jeune de Bruxelles et qui suis revenue il y a 3-4 ans pour redevenir une vraie bruxelloise. Le mal du pays, comme vous disiez. Voilà. Donc Lisez-vous du belge, c'est une opération qui met à l'honneur des auteurs belges et des petites maisons d'édition belges. Michel Lauzier, Paul Coët, Véronique Sels, vous avez tous les trois passé un bon moment? Oui, merci. Excellent, merci beaucoup. Hein. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller à l'opéra voir le Rosenkavalier, d'acheter le 7e d'acheter le 7e tome des Vieux Fourneaux et d'acheter le nouveau roman de Véronique Sels. À la fin de cette émission, on ne peut pas juste dire toute petite chose parce que j'ai pas eu le temps de leur dire deux choses que j'ai ressenties en vous entendant. Premièrement, je trouve que ce que je trouve le plus merveilleux dans le monde de la bande dessinée, c'est qu'on peut tout montrer. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui sont irregardables hors bande dessinée. Et j'ai trouvé dans l'opéra que la chorégraphie
était extraordinaire. Je ne sais pas s'il y avait un chorégraphe dédié, mais sur cet homme qui se jette sur les femmes. Ouais. Je trouvais que c'était extraordinairement chorégraphié. Voilà. Eh ben voilà, un compliment pour terminer. On va laisser la parole à Marouane Abdallah. C'est notre micro ouvert. Il revient nous dire un texte. Le texte s'intitule « Me connaissez-vous » ? Je me baladais hier à la porte de Namur et j'ai croisé un sans-abri qui m'a donné un papier que j'aimerais vous lire. J'ai une question à vous poser. Me connaissez-vous vraiment ? Je suis pourtant là du matin au soir, juste ici, sur les bancs de vos stations de métro qui sont pour moi un véritable dortoir. Oh non, 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 non. Ne me blâmez surtout pas, pas maintenant. C'est mon royaume et j'en suis fier. Un royaume sans roi, sans richesse, sans humanité et sans couverture. Je ne suis pas seul. Je règne aux côtés de 5000 autres personnes, femmes, enfants, vieillards, et je ne suis pour vous qu'une toute petite ombre sans aucune envergure. Et je ne suis pas le plus vénard, ça c'est sûr. Derrière votre mépris, je me cache et je vous observe. Avec vos tailleurs et vos talons qui galopent, pressés par l'économie, aveugles devant ses travers et gênés par la pauvreté qui vous regarde de travers. J'ai votre attention maintenant ? Je m'en fous si je radote. Me connaissez-vous ? Je suis encore là pourtant. Du matin au soir, c'est bien moi, oui, l'indigent que vous scrutez du coin de l'œil. Juste avant de vous réfugier dans vos téléphones, croyez pas que je vous comprends pas, non, j'étais comme vous. J'étais comme vous. Certains nous offrent un sandwich ou une pièce de monnaie, d'autres se terrent dans le déni du réel, bien confortablement. Moi, je préfère les bénévoles. Avec eux, on se sent au moins un peu exister. Hier soir, ils m'ont réveillé alors que je somnolais dans l'adversité. Avant mon divorce, j'étais quelqu'un. J'avais un travail, un diplôme et un logement. On me regardait, oui monsieur, on me regardait. Là, subitement, je suis plus personne. Depuis que j'ai embrassé la nécessité, j'ai disparu des pupilles comme un fantôme sur un carton. On me juge, on me méprise, on m'enferme dans les préjugés, on me prend pour un con. Je les entends. Alcoolique, détraqué, nauséabond, j'ai plus le moral. Et le plus difficile, c'est pas les poches vides, non, ça va encore, on finit par s'y habituer, mais le plus difficile, c'est surtout la mort sociale. Me connaissez-vous ? Je suis encore là pourtant. J'ai ramassé le journal dans la poubelle et on vous coûte plus cher dehors que dedans apparemment. Alors, ils attendent quoi pour nous aider au lieu de s'endetter ? Peut-être bien qu'ils ont besoin de nous dans les rues, finalement, pour décorer les pavés, habiter l'inhabitable. Mais bon sang, où sont passées les âmes charitables ? Peut-être que la misère doit rester visible, facile à dévisager, pour que certains puissent un peu tout de même se pavaner. J'en sais trop rien. On perd un peu le nord, vous savez, quand on crève la faim. J'envie personne, non, je vous déteste surtout pas. Ma petite pénurie, elle se porte très bien face à votre opulence. Hier, je me baladais près de l'avenue Louise et j'ai vu dans une vitrine des baskets à 2000 €. Moi, j'ai des trous dans mes souliers. L'hiver, ça pardonne pas. Le plus dégradant, c'est de s'agenouiller et de fouiller dans vos ordures mouillées. Ça fait mal à la fierté, cette affaire-là. Alors on s'invente des histoires. On s'imagine aventurier, à la recherche d'un trésor que, par hasard, vous auriez oublié. Faut ce qu'il faut pour se divertir quand on n'a pas la télé. Je vous le demande encore une dernière fois. Me connaissez-vous ? Je serai bientôt plus là. Rassurez-vous, monsieur, dame. Quand je vous disais que l'hiver, ça pardonne pas, je suis sérieux. Si un soir, je ne bouge plus, appelez l'ambulance. Ayez au moins la bonté de ne pas me marcher sur le crâne. Et quand j'y pense sur ma tombe, s'il vous plaît, mettez au moins mon prénom. Je m'appelais Sofiane. Me connaissez-vous ? C'était le petit clin d'œil, le texte de Marouane Abdallah. Marouane Abdallah, vous le retrouvez aussi tous les dimanches sur la radio DAB+, de BX1 dans le Club du Dimanche, qui est une émission sportive. Entre 13 et 18h, il y anime 2 chroniques au fil des mots et la Minute Philo. Rendez-vous donc avec lui et avec toute l'équipe de ce Club du Dimanche sur la radio de BX1. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.